Hey, bienvenue dans ton Yann et Frank. Aujourd'hui, Yuri Chassin. Ben oui, Yuri Chassin, le député indépendant. Donc, Yuri, gros changement à l'automne dans ton cas. Tu es une personne qui a un long historique dans la droite libérale classique au Québec, notamment parce que tu as travaillé longtemps à l'Institut économique de Montréal. Entre autres. Tu as toujours été passionné par les questions économiques. Tu as décidé à un moment donné de laisser tomber ton chapeau d'analyste pour aller du côté de la politique active. Tu as poursuivi ton aventure avec la CAQ de 2018 à 2024 dans ton cas. Et tu as décidé de passer dans le monde des indépendants cet automne. Premièrement, au niveau humain, en termes de changement dans la vie, c'est deux gros 180 degrés en 6 ans. Parle-nous un peu au niveau humain, comment ça s'est passé de ton côté, tout ça? Effectivement, c'est d'abord et avant tout humainement très difficile. Puis il y a un aspect, disons, de bureau de comté, là, je passe rapidement, mais j'ai une équipe formidable autour de moi. Alors évidemment, quand vous travaillez en équipe, hein, vous-même, vous le savez, là, c'est quelque chose qui est soudé, puis on a des réflexions, puis des fois on se dit aussi nos cas de vérité. Mais mon bureau de comté a vraiment participé à la réflexion parce que. Et puis ils m'ont tous suivi en fait dans l'aventure. Donc, évidemment, très proche de moi, mon équipe est là. Mais c'est sûr que un parti politique, c'est un peu comme une famille. Puis quand on s'y investit depuis tellement longtemps, en fait 13 ans là, dans mon cas, ben c'est sûr que ça fait partie de la réflexion, puis de l'espèce de en fait, sans l'équipe de députés, de collègues, de cabinets, de staff politique, je serais parti bien avant ça, je pense. Mais il y en a d'autres qui croyaient comme moi, on poussait à l'interne, puis on essayait effectivement de faire valoir l'insatisfaction, mais de façon constructive. Tu sais. Et puis en même temps, ben, à un moment donné, moi, je me suis rendu à l'évidence par rapport à moi-même, mais en me disant, ben, dans le fond, est-ce que j'ai le sentiment d'être intègre dans ma démarche maintenant? Non. Bon, ben, pour retrouver mon intégrité, moi, je vais faire le saut. Puis à la limite, c'est très personnel, mais c'est sûr qu'en sortant de ce qu'on appelle le hot room là, à l'Assemblée nationale, puis que dans les corridors, on croise tous nos collègues qui nous ont vus faire un point de presse. Puis Sylvie Damour qui se fait pourchasser par les journalistes. Que pensez-vous de ce que Yuri Chassin a dit? Tu dis, Colin, là, je viens de foutre bordel, pas à peu près. Puis, ben, c'est ça, on a envie de. J'ai été voir la période des questions, non pas de mon siège, mais de mon bureau à la télé. Puis, je voyais les faces longues, puis j'avais comme tout envie de les prendre dans mes bras, puis de leur dire, hey, je vous aime, puis c'est pas contre vous, tu sais. Mais à la fin, à un moment donné, c'est aussi ça la politique. Ben C'est que oui. c'est pas juste le petit confort d'une job, c'est une Ouais. fonction. On est aussi, à la limite, même un mécanisme de contrôle du gouvernement. Si le gouvernement part dans une direction qui n'est pas du tout celle qu'on avait promise aux électeurs, ben, Ouais. c'est qui va le dire? C'est les députés. Tu sais. Quand tu as fait ta conférence de presse, à un moment donné, tu dis dedans le parti a perdu l'énergie et l'audace nécessaires pour bousculer le statu quo et sortir le Québec de son modèle sclérosé et usé à la corde. C'est toujours le gouvernement qui prend tout en charge. Là, tu dis ben, je vais essayer de pousser le parti de l'extérieur à réaliser son programme. D'un point de vue. Politiquement, c'est un peu ça. Mettons, si je prends le Yuri Chassin qui travaillait à l'Institut économique, est-ce que à cette époque-là, comment je dirais ça, est-ce que à cette époque-là, tu t'imaginais qu'en politique, c'était aussi dur que ça, faire changer des affaires, ou ça a confirmé ce que tu pensais déjà à l'époque? Parce que c'est moi l'impression que j'ai en ayant écouté ta déclaration et en la relisant maintenant plusieurs semaines plus tard, c'est que dans le fond, c'est comme si tu étais arrivé à la conclusion que tu dis, ben là, ça fait 6 ans,
Je pensais qu'on allait pouvoir changer ça. Il y a eu les mini-hôpitaux, il y a eu essayer d'enlever un peu de bureaucratie. Puis là, tu te dis, ben, finalement, on dirait qu'il n'y a rien qui peut changer. Est-ce que ta perception que tu avais à l'époque, c'était elle ou c'est comme une genre de désillusion là, que tu viens de vivre dans les dernières années? Là? En fait, c'est un peu entre les deux parce que je me doutais bien que ça allait être difficile. Puis on les voit, à la limite, là, les lobbies, les centrales syndicales, on voit les différents groupes qui viennent en commission parlementaire. C'est toujours des groupes organisés. Puis c'est souvent des groupes qui, directement ou indirectement, font partie de l'espèce de grande famille d'organismes publics qui vivent grâce à une loi de l'État ou à des subventions de l'État. C'est rare là, qu'il y a des instituts économiques qui prennent aucune scène du gouvernement. Là. En général, c'est souvent des organismes qui sont effectivement un peu dans cet écosystème-là. Moi, je me rappelle que Jean Boulet, quand il a été faire une loi, dans le fond, là, pour réguler le travail des enfants, bon, c'est un peu spécial, mais tu sais, il m'a expliqué, là, mais non, c'est parce qu'on a un avis, du CCTM, tu sais, ça c'est le comité consultatif travail main-d'œuvre, puis ils ont consulté même au-delà, là. Fait que là, tu n'as pas juste les groupes patronaux puis les groupes syndicaux, ils ont été consultés au-delà. Puis là, tu regardes, c'est qui ont été consultés, c'est la Commission des droits de la personne, puis c'est toute la même liste de gens qui travaillent dans Les parents, ça ne tentait pas? gouvernemental. Et c'est sûr que moi, c'est peut-être ça que je n'avais pas calculé autant, c'est que les lobbies qui sont vocaux, on peut les identifier facilement. Le système bureaucratique, on ne l'entend pas, mais c'est comme le lobby numéro 1 quand on est au gouvernement. Puis c'est pas des gens mal intentionnés du tout. Là. Au contraire, en fait, ils font bien leur job de lever les drapeaux rouges, de dire voici comment telle réforme pourrait dérailler, comment tel changement va rencontrer de la résistance. Ça, c'est pas nécessairement mauvais. Mais des fois, ils se trouvent à être plus en mode solution que d'autres. Dans certains ministères, il y a des cultures davantage de changement et d'innovation que d'autres. Puis surtout, il y a tellement de mécanismes de contrôle, il y a tellement de longueur et de lourdeur dans le système lui-même. C'est pas la faute des individus, c'est la faute de l'accumulation de gouvernements qui ont pris des mesures pour régler, dans le fond, la crisette du jour. Mais prenons ton exemple. Je l'aime, l'exemple des enfants. Parce que, écoute, j'en ai des enfants de cet âge-là. Mon plus vieux, il a 15 ans. Il a été touché par ça. Il y a plusieurs de ses amis qui ont été touchés par ça. Je comprenais pas. Pour vrai, là, comme parent, tu es là, tu te dis, pourquoi le gouvernement vient prendre une décision qui devait être prise par le chef de famille? Moi puis ma femme, on n'avait pas de problème que nos enfants travaillent parce que nos enfants nous ramènent des bonnes notes de l'école. Nos enfants ont besoin de discipline. Ils ont 8 semaines pendant l'été. Ils n'en ont rien à foutre de l'école. Ils ne vont pas à l'école. Ils disent, on ne fera pas étudier l'été, sacrément. Il n'y a personne qui fait ça. Puis il y a toujours même beaucoup d'heures dans une semaine. Et pour l'avoir vu de mes yeux vus dans les équipes de baseball que je coachais, les jeunes qui ont perdu leur job, ils ont gamé à la place. Fait que, tu sais, à un moment donné, tu es là, tu te dis, tu te mets dans une perspective de la CAQ, tu te dis, OK, de manière électoraliste. Là, tu cherches une raison. Puis la seule raison que tu vois, c'est. T'en vois pas. Tu es là, tu te dis, ils n'ont gagné aucun vote en faisant ça. Ça, j'en suis persuadé. Je ne peux pas croire qu'il y a une personne de 70 ans qui est arrivé et qui dit c'est une bonne affaire d'empêcher les jeunes de travailler à 14 ans, ça n'a pas de bon sens. Christy, il était dans les champs à 10 ans. Oui, c'est ça. Oui, il était dans les champs à 10 ans, ces gens-là. Surtout que le discours ambiant, en général, c'est plutôt de dire les jeunes d'aujourd'hui font rien, sont paresseux. Alors là, tu te dis, mais ils sont tellement paresseux qu'il faut une loi pour les empêcher de travailler. Tu sais, c'est comme un peu déconnecté, en fait, du discours public. Tu l'as vécu de l'intérieur. Ça vient d'où, cette loi-là incompréhensible? C'est vraiment, tu sais, il y a une bonne explication au départ, en tout cas, à mon avis, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont été voir le ministre et qui ont dit, écoutez, là, il y a tel article,
Donc, ça existe dans les nouvelles. Puis en plus, ben, on le voit, là, les statistiques, par exemple, en santé et sécurité au travail, ben, on voit qu'il y a des déclarations d'accidents, puis de lésions, d'accidents professionnels, mais pour des jeunes, c'est en augmentation. Puis là, ils vont sortir quelque chose comme de 375 parce qu'il y en avait 4 la première année. C'est sûr que s'il y en a 16, ça a augmenté de 300 quelques %. C'est vrai. Puis, mais je veux dire, sérieusement, la raison pourquoi il y a des blessures en CNESST, moi, je me suis blessé une fois au travail, puis c'est quand j'étais très jeune. Mais la raison, c'est pas parce que j'étais jeune, c'est parce que j'étais inexpérimenté. Exact. Ce qui veut dire que si tu retardes l'entrée sur le marché du travail des jeunes, ils vont quand même être inexpérimentés quand ils vont commencer. Mais c'est sûr que ça touche plus quand c'est quelqu'un qui a 13 ans, 14 ans. Puis, évidemment, je pense qu'il y a cette réalité-là aussi, c'est que dans la recherche d'employés un peu désespérés de certaines entreprises, ben c'est sûr qu'on est comme prêt là, à dire, OK, on va prendre quelqu'un qui est plus jeune. Mais après ça, puis moi, je pense que c'est là qui est la dérive, en quelque sorte, d'utiliser une loi. C'est que on va dire, par exemple, au ministre, parce qu'on a des bonnes études là, qui nous montrent qu'au-delà de 17 heures par semaine en moyenne, il y a un effet sur la réussite scolaire. Puis là, le ministre, il me dit ça. Je dis, ouais, moi, ce que je veux savoir, c'est pas tant en moyenne. C'est William, lui, c'est combien, puis Rosalie, c'est combien. Exactement. Mais ses parents, ils savent. Ah, que j'aime ça. Puis c'est pas un fonctionnaire à Québec qui va le savoir pour William, puis c'est pas un fonctionnaire à Québec qui va le savoir pour Rosalie. Est-ce qu'on pourrait faire un peu comme on a dit en éducation, laisser la décision entre les mains de ceux qui connaissent les enfants par leur nom? J'adore ce que tu as fait. Puis si le ministre voulait sentir le besoin d'aller le voir, je me trompe, c'est parce qu'il sentait une résistance de ton côté? Ah, non seulement il sentait une résistance, c'est qu'il voulait surtout pas que la résistance, parce que c'était pas juste moi. Il y avait beaucoup de on monde? était plusieurs à être très mal à l'aise de ça. Puis il voulait surtout pas que la résistance fasse dérailler le projet. Puis on en a parlé, on en a bien parlé. Moi, je pense que c'est un bon politicien dans le sens où il sait identifier qui peut faire dérailler son projet. Puis je pense qu'il est très sincère quand il se met à discuter puis à dire comment on pourrait arranger ça. Alors, évidemment, moi, je pense que c'est le type d'exemple où c'est un ministre qui achète une certaine bonne foi ou une certaine collaboration de son propre ministère aussi. Parce que, ben, on leur donne... C'est une loi qui venait des fonctionnaires, probablement. C'est ça. Puis là, ça fait l'affaire des fonctionnaires. Puis, ben, après ça, est-ce qu'on va pouvoir, avec ces mêmes fonctionnaires-là, pousser quelque chose de plus dans un autre domaine? Je ne sais pas c'est quoi qui a dealé, mais ça n'a pas été super à date, là, parce que c'est sûr que sur la construction, on est parti de 26 métiers à 26 métiers. Fait que c'est pas une énorme réforme, on a fait des petits pas par en avant, hein, tant mieux, mais c'est ça. Moi, je pense pas que c'est une loi qui a été, en fait, qui est même si applicable que ça, mais... Oh non. Quand tu es quelqu'un qui est préoccupé par les politiques publiques et les idées qui est pour améliorer la société, je pense que inévitablement, à un moment donné, tu vis des déceptions parce que le parti politique qui est là, lui, ben, il a intérêt à se faire réélire. On veut, essayer d'imposer certains sujets dans l'agenda public en amenant des projets de loi. Puis, je pense un bon exemple, c'est ce qu'on a vu dans les dernières semaines. On a une école où il y a des professeurs qui respectaient pas le programme, essayaient d'endoctriner des enfants à l'islam ou puis des maltraitances. Et là, tout d'un coup, le débat s'est déplacé sur le financement des écoles privées. Là, tu te dis, mais c'était une école publique. Et de quoi on parle exactement? Mais mettons que toi, ce qui t'intéresse, c'est comment on fait pour améliorer le système d'éducation, quels sont les mécanismes d'évaluation des professeurs, est-ce qu'ils devraient avoir, oui ou non, un ordre professionnel? Tu sais, dans le fond, tu ne peux qu'être déçu comme intervenant là-dedans, parce qu'en fait, tu sais très bien que ce qui est au centre de la discussion, c'est pas améliorer l'enseignement, c'est pas rendre notre réseau d'éducation plus efficace, c'est pas le bien-être des enfants, des familles, tout ça, c'est qui va avoir raison et qui va réussir à imposer ce thème-là dans les prochaines semaines. Moi, ce cas précis-là, je trouve, est assez fascinant. Là. En fait, c'est vrai. Moi, je suis tout à fait d'accord parce que dans la joute partisane, on
on voit où il y a un début de dérive, puis où ça continue, puis où ça continue, puis où ça continue. Moi, je ne suis pas très en faveur du financement public d'écoles confessionnelles privées. T'sais. Si on n'est pas capable de vérifier qu'ils respectent le programme, j'ai un gros malaise. Je me rappelle de la poursuite de deux adultes, mais qui poursuivaient le gouvernement pour dire, ben, nous, on n'a pas appris à lire et à écrire et à compter comme tout le monde. On est démunis devant le monde actuel parce qu'on était dans une communauté religieuse qui nous a envoyés dans une école religieuse, puis ce qu'on a appris, c'est pas du tout le programme, c'est la religion. Ben, on a, collectivement, je pense, laissé tomber ces jeunes-là. Puis, est-ce qu'on a vraiment redressé la barre? En tout cas, pas autant qu'on devrait, mais justement, c'est peut-être même pas une question de laïcité. Alors, est-ce que, comme gouvernement, on le voit, là, on se dit, bon, face à cette crise-là, on peut-tu au moins marquer certains points? Parce que sur ce terrain-là de la laïcité, c'est pas mal nous les champions. Fait que si on ramène ça sur le côté de laïcité, on va pouvoir avancer puis s'éviter peut-être le gros là, de l'opprobre public. Mais après ça, justement, d'accord, laïcité, fait que là, QS va embarquer sur le financement public des écoles privées confessionnelles. Puis là, à la limite, moi, j'ai été avec eux aussi, là, j'ai voté pour ça parce qu'ils ont déposé une motion. Je dis, ben, effectivement, moi, j'ai un problème avec ça. Mais à la fin, ce que je voulais, puis moi, c'est ça que j'ai fait à travers une motion en octobre, mais c'était de dire, on peut-tu se rappeler qu'on aimerait ça, que les enseignants soient évalués. Et c'est d'ailleurs dans le rapport sur l'école. Ça crève les yeux du problème. En lisant le rapport, ça crevait les yeux que d'un, c'était écrit noir sur blanc, les profs ne sont soumis à aucun processus d'évaluation. L'école et la commission scolaire ont l'air, centre de services scolaires ont l'air comme dépareillés, là, dans le sens, il y en a un qui dit qu'il faudrait que les profs aillent à telle formation, l'école n'est pas au courant, le syndicat demande à ses profs de ne pas vraiment y aller. Ils sont pas capables de l'imposer, hein? C'est un capharnaüm complet. Puis, tu sais, moi, que ce soit écrit dans un rapport, la phrase suivante, là, que le niveau global de compétences dans cette école-là est inquiétant ou préoccupant, je ne me souviens plus comment c'était écrit, là. Je veux dire, ça devrait nous en dire plus long que l'histoire des signes religieux. Là. Je veux dire, je comprends, là, on comprend la laïcité, on comprend les signes religieux. Mais à ce que je sache, d'ailleurs, des enseignants masculins n'ont pas de signes religieux nécessairement très apparents. Là. Fait que, tu sais, je veux dire, on est au-delà de ça. Là. Moi, je pense que ça sonnait l'alarme. En fait, moi, je lisais ce rapport-là, je me disais, OK, ça sonne l'alarme sur des problèmes systémiques dans le réseau de l'éducation, puis on prend ce débat-là, puis on envoie ça sur les quelques écoles privées confessionnelles. Ça, c'est un autre débat qu'on pourrait avoir, mais là, pour l'instant, c'est pas lui qu'il faudrait avoir. Exact. Est-ce qu'on fait un peu de diversion, tu sais? Puis, fondamentalement, là, je pense que les syndicats ont à s'intéresser davantage, puis les syndicats d'enseignants ont à s'intéresser davantage à l'espèce de dérive pour certains, puis vraiment une minorité sans doute, là, mais de dérive pour certains de leurs membres à se réfugier derrière l'autonomie professionnelle pour surtout ne pas être évalués. Mais là, quand on est rendu à mettre du papier journal ou du carton dans les fenêtres pour ne pas être observé de l'extérieur, comme c'était le cas à Belford, pour ne pas être évalué, pour pas qu'il y ait d'orthopédagogue qui rentre dans la classe jamais, puis qu'à un moment donné, si on est encore en train de les défendre, ces gens-là, c'est parce qu'on est en train aussi d'abuser de la notion d'autonomie professionnelle pour des raisons qui n'ont rien à voir avec ce que ça devrait être. Puis ceux qui ont besoin de leur autonomie professionnelle, ils devraient, dans le fond, à la limite, s'en trouver révoltés. Là. Fait que, je pense que c'est un petit peu ça. L'évaluation, puis l'école, c'est ça aussi, hein? On évalue les jeunes, leur apprentissage, leur progression. Les spécialistes de l'évaluation humaine, là, en quelque sorte, c'est les enseignants. Hein? Fait que si on leur demande d'être évalués, on peut certainement leur demander comment on peut vous évaluer au mieux. Moi, je pense que dès le départ, à la Coalition Avenir Québec, évidemment, on avait
parler d'évaluer aussi en fonction de la progression des résultats d'une année à l'autre de chaque étudiant, parce qu'on peut le mesurer en bonne partie avec les examens standardisés. Est-ce que ça peut être autre chose de plus? Est-ce qu'il va y avoir une évaluation, par exemple, de la direction? Bien, certainement. Moi, je pense qu'il faut que la direction de l'école aussi soit mise à contribution, des parents. Fait qu'il ne faut pas que ce soit juste un, mais il faut que ce soit un ensemble de facteurs. Puis, si on n'est pas capable, puis là, c'est vraiment le fond, à la limite de ma sortie aussi de la CAQ, si la Coalition Avenir Québec, qui mettait comme priorité absolue l'éducation au départ, n'est pas capable de revenir... Pardon? C'est jamais arrivé, ça. Ben, c'est ça. N'est pas capable de revenir à l'espèce de deal qu'on avait d'abord, on va augmenter les revenus des enseignants, les conditions de travail, puis en échange, on va aussi les évaluer pour s'assurer que la qualité de l'éducation soit excellente au Québec. On a fait juste une partie. Puis là, moi, je présente une motion pour dire il faut faire de l'évaluation, tu sais. Puis que l'Assemblée nationale réitère son désir que les enseignants soient évalués. C'est qui a voté? Ta motion, c'est sûr qu'elle a été battue, dans le fond? Ben, elle a été battue. C'est-tu QS parce que c'était trop antisyndical? Ben non, c'est le gouvernement. Ben, là, j'ai un problème. Puis là, j'espère que ça parle à mes collègues aussi sur les banquettes gouvernementales. Tu sais. Vous appuyez quoi là, en ce moment? Tu sais? Parce que c'est ça aussi à la fin. Cette déception-là dont tu parles, Frank, ça se passe progressivement. Hein? Mais là, on a un exemple de dérive dans le débat public. On a surtout un exemple de dérive, pour moi, du parti qui est au gouvernement puis qui a oublié complètement ce sur quoi il se base. Écoute, je vais lier deux sujets ensemble. Quand tu es parti dans ta conférence de presse, tu disais on a engagé à pleine poche, puis finalement, on a l'impression qu'il n'y a jamais rien qui va, s'il n'y a jamais rien qui va mieux, puis ça ne s'améliore pas, même dans certains cas, plusieurs cas, ça se détériore. Il y a quelques semaines, nous autres, on avait fait des demandes d'accès à l'information dans des centres de services scolaires au Québec pour avoir un peu le portrait finalement des écoles, le nombre d'élèves, le nombre d'employés, tout ça. Pendant que tu parlais, j'ai retrouvé les chiffres. Je t'en donne quelques-uns. Centre de services scolaires du pays des Bleuets. En 2003-2004, il y a 20 ans, il y avait 4000 élèves au primaire, 4000 élèves au secondaire, grosso modo. 20 ans plus tard, on n'a même pas 3000 élèves au secondaire, 3100 au primaire. On est passé de 485 profs équivalents temps complet à 551. Les employés administratifs, 141 à 325. Comment est-ce qu'on peut expliquer qu'il y a une diminution du nombre d'élèves, une augmentation du nombre de profs, une augmentation du nombre d'employés administratifs, et ce qu'on entend dans les médias, c'est « Oui, mais on n'a pas de profs, on manque de monde, puis on est débordé. » Je vais rajouter quelque chose, Frank. Dans toutes les PME du Québec, du secteur privé, là, la révolution technologique qu'on a vécue dans ces 20 années-là fait en sorte qu'on a besoin de beaucoup moins d'employés administratifs qu'avant. Bien là, il y a quelque chose qui ne marche pas là, dans le discours public versus la réalité des faits. Puis j'en ai d'autres. Là. Commission scolaire Wilfrid Laurier, commission scolaire de Gatineau. C'est tout semblablement les mêmes chiffres. À Gatineau, il y avait 43 gestionnaires, sont rendus à 66. 493 enseignants sont rendus à 606. Ça augmente. Tu te dis, mais non, mais il y a moins d'enfants. Il y a moins d'enfants qu'il y en a. Ils ont moins, en fait. Puis là, ils vont dire, ouais, mais c'est des enfants qui étaient plus à problème. Puis on nous dit, Frank, qu'à cause de l'immigration, présentement, on manque de ressources, il faut en engager plus. Puis il manque de profs à tous les débuts de session. Là, tu te dis, ouais, mais c'est quoi qui se passe dans ce gouvernement-là? Y a-t-il quelqu'un qui contrôle? Est-ce qu'à l'intérieur de la machine, là, appelons ça de même, ils sont au courant de ça ou ils sont dans le déni complet? Là? Parce que moi, ça a été un peu une surprise. Quand j'ai vu ça, je me disais, mais ça se peut pas. C'est comme le contraire de ce qu'on se fait dire. Moins d'enfants, plus d'employés. Ça marche pas, là. Et en fait, je pense que personne ne s'en rend vraiment compte. C'est excellent comme chiffre parce que il y a comme une espèce de sédimentation. On rajoute des ETC parce qu'on a une nouvelle contrainte, une nouvelle... par exemple, on se fait dire, là, il faudrait que le ministre ait l'information en temps réel. Ça fait qu'on va se donner un système d'information. Tous les centres de services scolaires vont rentrer à travers là, ce système-là de l'information en temps réel. Là, d'accord, c'est formidable.
mais ça va prendre des ETC de plus. T'sais. Puis là, ben, on a des aides à la classe. Ça fait que là, c'est pas des enseignants, mais presque, parce que ça aide quand même les enseignants dans la classe. Puis, tu sais, je pense qu'on a une espèce de tempête parfaite de sédimentation parce qu'on ne remet jamais rien en question. Puis à la fin, pour prendre un exemple du secteur privé, là, dans un McDonald's, si tu as 6 employés, tu as le gérant qui donne un coup de main de temps en temps, tu as celui qui ramasse les camarets, qui fait un peu le concierge, lave les toilettes, puis tu as 4 personnes dans la cuisine, là, puis ça roule, là, puis envoie les commandes de l'auto, puis mais si tu en as juste 2, ça va mal aller. Parce que 6, ça va bien, mais à 2, ça va pas. Si tu en as 24, ça va mal aller aussi. Ils vont se trouver de la job. Ils vont dire, ah non, la boulette n'est pas assez cuite, il faut la recommencer. Ça, c'est le ministère de la Santé, bien souvent. Il y a tellement de monde. Ouais, puis si le gérant demande à tous ses employés de remplir un formulaire à chaque demi-heure, qu'ils doivent envoyer en 3 copies en main propre à d'autres mondes. Pensons aux contrats, les marchés publics, là, les infrastructures, ça coûte des sommes faramineuses. Le privé construit pour beaucoup moins. Ben, on s'est comme assuré avec des processus rigides, mais très stricts, puis à la limite qui faisaient du sens aussi, là, la commission Charbonneau, tout ça, qu'on n'aurait pas de collusion, qu'on n'aurait pas de corruption, parce que ben, ça augmentait les prix, là, ça augmentait les prix de 15-20% à chaque fois parce qu'on payait à travers l'argent public la collusion et la corruption, tu sais. Ben là, on se retrouve à pas trop en avoir, la collusion puis la corruption, mais on paye 30% de plus à cause des processus. Ben là, il y a un problème, tu sais. C'est un peu ça là, que je pense qu'on doit comprendre dans l'espèce d'accumulation lente qu'on ne remet jamais en question, puis qu'on n'est pas capable de remettre en question pour des raisons X. Moi, je me rappelle qu'on avait eu une rencontre sur les maisons des aînés, là, puis on s'était fait dire par une sommité, là, construisez pas ça juste au public. Faites-en quelques-uns, si vous voulez, là, mais c'est le privé qui doit construire, sinon ça va vous coûter un bras puis une jambe. Puis on a juste construit au public, puis ça nous coûte un bras puis une jambe. Moi, quand j'entends le premier ministre dire « il n'y a rien de trop beau pour nos aînés », ouais, mais c'est parce qu'à 900 000 $ de la porte, montre-moi le château, comprends-tu? Je ne sais pas, là, passé où l'argent? Puis après ça, on va visiter les chantiers, puis on se rend compte que c'est des décisions qui sont peut-être bien intentionnées, mais à la fin, un peu loufoque, parce que tu dis ça n'a pas de sens. Les gens de la construction trouvent que ça n'a aucun sens. Ils sont sur le chantier, là. Ils savent. Là. Les matériaux utilisés font pas de sens. Leur devis. Ouais. Mais François Legault, excuse de te couper, Yann. François Legault, là, il s'en rend pas compte de ça. Après, moi, je lui ai dit pour les maisons des aînés, en 2022, avant les élections, je lui ai dit ça va nous plomber notre héritage, les maisons des aînés. Là. Ça n'a pas de bon sens. Fait que. Puis, qu'est-ce qu'il a fait? Il t'a offert un thé ou. Ouais, l'équivalent, mais tu sais, c'est sûr que. À un moment donné, la ressource la plus précieuse pour un politicien, c'est son temps. On a juste 24 heures dans une journée, qu'on soit PM ou on soit n'importe quoi. T'sais. Puis, à quoi vais-je consacrer mon temps? Ben là, effectivement, il y a une question de priorisation. Puis, à un moment donné, on choisit les batailles. Puis, on se dit, mais là-dessus, on va y insister. Puis là, des fois, tu as un député talent qui dit, en plus, il faudrait faire l'autonomie des écoles, l'évaluation des enseignants, le financement des syndicats. Ben, c'est sûr que toi, dans tes priorités, tu as choisi, et tu dis, ben, moi, je suis peut-être pas là-dessus. Je peux comprendre. Mais c'est un petit peu ça la réflexion. Il faut choisir des combats qui vont vraiment changer le Québec. Parce que le fond de l'affaire, c'est que là, je pense qu'on en est indirectement conscient, pas mal tout le monde, même des gens à gauche, là, mais on s'en va dans un mur, on ressemble de plus en plus à une république du statu quo, puis s'il y a des changements à faire qui vont changer la structure, là, qui vont changer la dynamique, ben, en ce moment, je trouve que le gouvernement ne les fait pas, alors qu'il les avait identifiés et qu'il se disait capable de les faire. Moi, je pense que c'est un petit peu ça aussi. J'avais l'espoir qu'en François Legault puis en la coalition Avenir Québec, on allait trouver ces champions-là qui allaient bousculer le statu quo suffisamment pour en sortir.
Moi, j'ai voté pour la CAQ en 2018. Donc, il y a beaucoup de choses que tu exprimes qui me touchent d'une certaine façon parce que si la CAQ avait fait la moitié des promesses qu'ils nous avaient dit en 2018, je pense qu'on serait un peu moins choqués envers eux autres, peu importe ce qui est arrivé pendant la pandémie. C'est l'affaire, c'est qu'ils ne l'ont pas fait. Ils héritent d'un surplus budgétaire au tout. Tu sais, je veux dire, commencer une gouvernance avec un surplus budgétaire, c'est un wet dream pour un politicien. Moi, je me rappelle à l'époque, je votais pour la CAQ. J'étais comme tanné des libéraux, tout ça. Je me rends compte finalement, ils géraient quand même bien les finances publiques, mais ça, on s'en rend compte trop tard. Mais je votais pour la CAQ, puis j'avais un bémol. Il y avait une chose qui me faisait chier dans le discours énormément, puis c'était le nationalisme économique. Je me disais, s'il y a quelque chose qui peut plomber ce gouvernement, c'est ça. Puis effectivement, c'est exactement ça qui est arrivé avec Fitzgibbon. Le niveau de nationalisme économique qu'on a appliqué au Québec est à des niveaux jamais égalés. C'est hallucinant la quantité d'argent public qui est allé dans des corporations. Et même, je suis quand même surpris, beaucoup d'argent qui est allé dans des corporations qui ne sont même pas québécoises, dans plusieurs cas. Alors que c'était pour préserver les sièges sociaux au départ, le nationalisme économique. Écoute, puis on a dévié, je veux dire, Nordvolt est définitivement le plus grand exemple, mais il y en a d'autres. Je veux dire, la liste des échecs économiques est fulgurante. On est tombé en amour avec le lithium, on est tombé en amour avec les batteries à la fin de la parade. Parce que là, ce qu'on sent, c'est qu'on a presque atteint le pic lithium. Là, on est en train de revoir plusieurs choses au niveau planétaire de ce côté-là avec les batteries. Mais quand on rentre, nous autres, en grande pompe avec un grand plan, on est les derniers dans la parade alors que tout le monde est en train de s'en aller. Fait que là, on est dans une position où est-ce que, à long terme, au niveau économique, Pierre Fitzgibbon risque d'avoir fait beaucoup de dommages. Qu'est-ce qu'on peut faire, Yuri, pour prévenir ça? Parce que j'ai jamais vu un ministre de l'économie avoir autant de liberté. Je ne pensais même pas que ce ministre-là pouvait avoir autant de pouvoir. Il y a toutes sortes de choses qui ont été faites, par exemple la création de certains fonds qui faisaient en sorte qu'on pouvait investir dans des entreprises sans dévoiler quelles étaient ces entreprises-là. Au niveau de la gouvernance, au niveau du pouvoir qui est octroyé à ce ministre-là, je pense que la CAQ a commis des graves erreurs pour le futur parce que ça va être répété par d'autres partis politiques. Est-ce qu'il y a encore temps de revenir en arrière et de dire qu'il faut se calmer un peu avec le ministre de l'Économie et ne pas lui donner trop de pouvoir? Il y a d'ailleurs un projet de loi sur la table présentement pour lui en donner plus. Ça. Fait que là, tu sais, ça, je pense qu'il faut comprendre, idéalement, avant qu'on fasse le saut en politique, la dynamique qui fait qu'on se rend souvent trop loin dans des décisions politiques, puis qu'effectivement, si on veut investir de l'argent public dans un secteur, ben, fort probablement qu'un peu par prudence, on va prendre une part de risque, mais un peu par prudence, on va bien faire notre due diligence. Là. On va faire nos vérifications, on va vérifier que tout est beau, que c'est solide, que machin, on va négocier longtemps. Ben, tu sais, time is of the essence, comme ils disent. Dans l'investissement risqué, si tu n'es pas au début de la parade, ben, tu n'es pas dans la montée de la licorne là, spectaculaire en bourse. Fait que si tu es un investisseur institutionnel, tu es un peu plus lent. Si tu es un investisseur gouvernemental, tu es pas mal plus lent. Si tu trouves que c'est une bonne idée, la filière batterie, probablement qu'il y a bien du monde qui l'ont réalisé que c'était une bonne idée avant toi. Et donc, tu n'es pas sur le devant du tout. Est-ce qu'on a des compétences? Est-ce qu'on a des ressources? Est-ce qu'on a peut-être des avantages compétitifs? Ça se peut. On peut se défendre là-dessus. Moi, j'ai l'impression qu'on a une incompréhension du fait qu'on est malheureusement, systématiquement, puis il y a des raisons pour ça, c'est un peu économique, on ne sera jamais l'investisseur qui va déterminer que ce secteur-là va avoir un succès fou, puis qu'on va être tout le temps un petit peu en retard. Mais un peu comme puis ça, tu sais, on parlait des pouvoirs. Quand je suis à l'Institut économique de Montréal, on avait calculé la subvention implicite à l'éolienne. Ça fait augmenter les tarifs d'hydro. T'sais. Fait que la CAQ embarque là-dedans. Moi, j'étais comme content. Le gars qui dit on va annuler à Pouliat parce que ce contrat-là, il coûte trop cher. Puis il avait dit, à peu près du même souffle, on y reviendra si le prix est compétitif à un moment donné. Puis effectivement, le prix de l'éolien a diminué. Et
on a, je pense, tenu un discours qui était génial parce qu'on dépolitisait le choix des filières au lieu d'être comme dans la même logique du PQ puis du PLQ qui, pour quelques votes en Gaspésie, entre autres, on va garder l'éolien, on va s'assurer que l'éolien continue, même si tous les Québécois payent pour. Ben, ça, c'était le bon choix. Puis là, le projet de loi 69, on donne au ministre ce pouvoir, puis à la ministre, ce pouvoir de distribuer les blocs de mégawatts là, avec des critères un peu flous. Là, on revient à politiser l'énergie d'aplomb. Puis moi, ce que je disais à mes collègues à l'interne, c'est OK, je peux comprendre, là, à la limite, Christine, je lui fais confiance, Pierre, je lui fais confiance, mais rappelez-vous qu'il y a déjà eu, dans les ministres des Ressources naturelles et d'énergie, Martine Ouellette. Voulez-vous donner ces pouvoirs-là à Martine Ouellette? Pensez de même, parce qu'un jour, elle va arriver, la Martine Ouellette numéro 2, tu sais. Puis, en tout respect pour Martine Ouellette, mais tu sais, je pense qu'on avait une ministre qui ne comprenait pas la nature économique de l'énergie puis des ressources naturelles très bien. Puis, ben, en ingénieur, elle trouvait que c'était un beau défi technique, mais c'est un écosystème économique. Puis ça, elle ne le voyait pas. Puis je pense qu'il faut y réfléchir à 2 fois avant de donner à un ministre, ou en fait, dans les faits, à son ministère, des pouvoirs comme ça. Il ne faut jamais que les pouvoirs qui sont donnés reposent sur la bonne volonté des gens qui occupent les fonctions. Il faut que ce soit... Puis la compétence de la personne-là. Parce que non. d'autres avec d'autres compétences. Il faut toujours réfléchir en se disant, mettons que la pire personne prenait le poste. Il faut s'assurer qu'elle ne puisse pas faire de conneries avec ce qu'on est en train de lui mettre entre les mains. Mais ça a l'air d'être une réflexion qui est vraiment absente chez la plupart des politiciens. On dirait qu'ils s'imaginent tous que les gens qui viennent en politique sont des espèces de gens avec le cœur sur la main, qu'ils ne feraient jamais rien de mauvais. Que, voyons, tu sais, un autre truc dont on pourrait parler, que nous, on a parlé beaucoup dans le podcast, c'est la fameuse modernisation là, de la loi sur l'expropriation. Là. Nous autres, on regardait ça, on disait, me semble qu'il y a des drôles de précédents là-dessus. Là. Commencer à dire qu'on peut commencer les travaux sur un terrain avant que la contestation ait pu être faite, on change la valeur qui est donnée. Tu sais, c'est quand tu commences à jouer dans les droits de propriété, qui sont quand même dans un système capitaliste, la base de la base, là, le droit à la propriété, c'est pas à faire à la légère. On devrait pas faire ça du revers de la main en disant, voyons, franchement, voir que quelqu'un va abuser de ça. Ben, qu'est-ce que vous en savez que quelqu'un n'abusera pas de ça? Comment on fait pour savoir ça? Là? Et ça, je veux dire, on l'a vu dans plein de projets de loi, là, on a tendance à donner des nouveaux pouvoirs parce qu'on se dit, ça nous prend des nouveaux pouvoirs. Éric Kerr, je pense qu'il a passé à vrai comme 4 lois qui donnaient des nouveaux pouvoirs parce qu'à chaque fois, puis il y a un plan d'action, puis une stratégie, puis parce qu'à chaque fois, il se rendait compte qu'il se faisait bloquer par la fonction publique qui lui disait, non, mais ça, vous ne pouvez pas faire ça, monsieur le ministre. Ça dépend de tel, puis ça dépend de X, puis ça. Fait qu'à chaque fois, il fallait qu'il retourne, tu sais, puis il disait, là, on va le faire, puis tu sais, ça bloque encore, puis ailleurs. Ben, c'est quand même, tu sais, un jeu qui fait qu'on donne tout le temps plus de pouvoir. On n'en enlève pas, on en donne plus. Puis pourquoi, tu sais, ces pouvoirs-là sont à considérer avec, justement, je pense, ce recul et cette compréhension du sens de l'État. C'est justement parce que même si on trouve que c'est plein de bon sens de dire, quand on va exproprier, puis que là, on est dans le bout sur la négociation du montant, ben, dans ce cas-là, on va commencer les travaux, on n'attendra pas la conclusion, parce qu'on a confiance dans le mécanisme qui va faire qu'à la fin, l'État va sans doute se retrouver à devoir payer très cher, mais c'est seulement sur le montant qu'on va s'ostiner pendant que les travaux vont se faire. On n'aura plus à attendre que les montants soient setés parce que c'est ça qui prend du temps. D'accord. Est-ce qu'on est vraiment allé jusqu'au fond des choses pour vérifier que ça va juste être encadré dans ces cas-là? Ça, c'est le travail de l'opposition aussi, dans le fond. Et des fois, l'opposition embarque un peu dans le jeu là, parce qu'on veut régler une controverse. Mais je pense que c'est vrai. Puis, à la limite, des fois, il y a des pouvoirs. Moi, je me rappelle de Caroline Proulx qui avait dit
au directeur général là, du Centre des congrès de Québec. Ah non, mais ça, c'est un événement qu'on ne veut pas. Là. Hein? Puis le directeur général, il aurait dû dire, mais Madame la ministre, vous n'avez pas ce pouvoir-là. Mais il avait un peu peur, puis il a fait ce qu'on lui a dit, puis il a annulé le contrat, puis il a été poursuivi. Mais c'est les fondements de l'État de droit, c'est les fondements d'une société qui se veut libre et démocratique, puis dans laquelle l'État devrait se garder une petite gêne. Je pense que c'est un peu ça que j'essaie d'avoir aussi comme discours. On y va avec une dernière question, Yuri. Je t'en donne une bonne colle. Après 6 ans de gouvernance de la CAQ, on connaît les patterns de François Legault, on connaît ses préférés. Définitivement, tu n'en faisais pas partie parce que tu n'étais pas sur son conseil des ministres. Ses préférés ont souvent, mis à part Christian Dubé, ont souvent une tendance très nationaliste, très borderline caribou, je te dirais. Un Simon-Jolin Barrette, par exemple, des choses comme ça. On sent le gouvernement très proactif sur toutes les questions, immigration, laïcité, tous ces trucs-là, tous les trucs identitaires. On sent réellement qu'il y a un PQ 2.0 très fort à la CAQ. Par contre, il y a d'autres personnes dans ce gouvernement-là, puis ils ne semblent pas avoir les bonnes grâces du premier ministre. Puis il y en a une que j'identifie comme étant quand même assez compétente, et les gens la détestent, c'est la ministre Duranceau. J'aimerais avoir ton avis sur elle, et honnêtement, ensuite, c'était qui il ou elle, ton ministre préféré dans tout ça? Celui que tu penses qui était réellement à la bonne place, puis qui allait dans la bonne direction, puis qui a assez de marge de manœuvre pour faire ce qu'il doit faire? C'est une très, très, très bonne question. Tu sais, la politique, c'est pas un monde facile. C'est certainement pas la même chose que l'entreprise privée. Puis il y a des aspects, des fois, tu te dis, mais voyons donc, le processus décisionnel ne peut pas ressembler à ça. T'sais. Quand on est à l'intérieur, on se rend compte que c'est comme pris un peu, en jonglant les 2-3 hypothèses, puis pouf, on y va. T'sais. Ça se peut quasiment pas. Moi, je suis sûr que France-Hélène a dû avoir aussi cette espèce de choc de réalité de la politique. Mais c'est aussi d'apprivoiser des groupes qui ne seront jamais satisfaits. Je veux dire, tu sais, il n'y a pas un scénario dans le monde où le Frappru va dire « Hey, on a investi assez en logement social. » Et il faut le connaître, ce groupe-là. Il faut peut-être l'apprivoiser autant que faire se peut, en sachant qu'on ne le contentera pas. Puis, des fois, on se retrouve à devoir... moi, je pense que c'est ça un peu, là, devoir jeter du lest, faire des compromis, mais il faut tenir comme l'essentiel. Puis moi, c'est ça mon problème, c'est que France-Hélène avait sans doute une vision d'ensemble là, intéressante au départ, mais il fallait ramener un certain équilibre, redonner une rentabilité à l'investissement immobilier résidentiel locatif, puis c'est pas vraiment le cas de ce que je vois. Évidemment, quand on voit que Québec solidaire traverse la Chambre pour lui serrer la main à l'adoption du projet de loi 65 qui protège là, des évictions de nos aînés, alors qu'on sait très bien que là, toutes les personnes qui ont pas très loin de cet âge-là vont avoir bien la misère à se trouver un logement. C'est ça l'effet économique. Moi, je vais parler du rent control à New York. Là, le désastre que ça a été, même si c'était bien intentionné, ça a été catastrophique. Elle le comprend, mais la réalité politique te demande de le traduire, puis c'est pas évident. Et qui était mon ministre préféré? Qui est mon ministre préféré? C'est une maudite bonne question. Il y en a qui sont, mettons, Yana Frenière est spectaculaire. Moi, je l'ai accompagné à Ouachita-Nottingham. C'est le meilleur ami de tout le monde. C'est pas le gars qui passe à la télé, tu comprends? C'est le bon chum. T'sais. Puis il est capable de. C'est pas juste. Comment dire? C'est pas juste un bon communicateur. Là, il le vit, il le sent, il l'incarne. Puis il porte ce message-là, et c'est pour ça aussi. Il y a même des députés en communauté. Parce que c'est une chose de porter leur message à l'Assemblée nationale, des fois, sur des dossiers, puis au Conseil des ministres. C'est autre chose de conscientiser des gens comme moi, par exemple, qui n'ont jamais été en communauté. Puis là, tu passes 3 jours là à vivre la réalité, à entendre parler de toutes sortes de choses, et que ça te conscientise. C'est formidable. Moi, je pense que lui, il a compris
à la fois ce qu'ils pouvaient faire dans la politique court terme, à moyen terme, quels outils ils se donnaient pour en faire plus. Puis ça, c'est vraiment, je pense, c'est remarquable. Quand il n'y a pas beaucoup de mouvement dans un conseil des ministres, il y a des gens qui sont peut-être un petit peu plus en pantoufle, tranquille, pépère, mais il y en a qui, au contraire, se disent, parce que j'ai ce portefeuille-là longtemps, je peux essayer de bien manœuvrer, puis de construire quelque chose à long terme. Il y en a plusieurs, mais je pense que des gens qui sont peut-être moins visibles, mais Sonia Bélanger, moi, je trouve qu'elle fait un travail. Elle comprend la machine aussi, hein, c'est une gestionnaire, mais comme politicienne, sans être particulièrement visible, elle fait un travail remarquable aussi. Bon, c'est ma voisine de comté. Il y a un petit quelque chose de ce côté-là. Tu sais, on est du bon monde. J'aurais pu te dire le ministre que tu détestes le plus, mais je voulais pas te faire ça. Ouais, c'est ça. Parce que, on va quand même te permettre que les gens te tous, regardent encore dans le corridor. C'est ça. Non, mais on les aime tous. C'est ceux qui sont capables de tenir tête à leur machine aussi qui font qu'on a, disons, cette identification parce qu'ils portent le message du parti, ils portent le message des militants, des députés, puis ils font face des fois, effectivement, à des situations bien difficiles, mais ils remettent en question le statu quo. On l'a fait. On serait capable de le faire, mais on ne le fait pas au gouvernement, je ne sais pas pourquoi. C'est peut-être que le premier ministre aussi est un peu en pantoufle dans son rôle. Tu sais. Ouais. C'est ce qu'on sent beaucoup, honnêtement. Là. On a l'impression que les pièces de théâtre du vendredi puis le petit livre du samedi matin, ça a l'air bien intéressant. Si, mettons, ça se fatigue, hein, comme recette à un moment donné. Ouais. Non, ça se fatigue. Ben écoute, merci Yuri d'avoir été là avec nous autres. On aura peut-être l'occasion de se reparler éventuellement. Puis ben c'est ça. Mais message aux autres, là, on ne mord pas personne. Fait que si d'autres veulent nous parler, ben, ils sont les bienvenus dans le podcast. Merci beaucoup de l'invitation. Ça a été un grand plaisir. Merci Yuri. Merci.